levez la tête vers la tour. M'apercevez-vous ? Je suis Maître Horace, gardien du temps et de l'espace. La Louise, ma fidèle cloche, vous en raconte l'histoire. Découvrez l'inattendu. Écoutez l'invisible. Le voyez-vous ? Patience, il lui faut tout de même le temps de gravir les 140 marches, une à une. Mais je l'entends qui arrive. Et justement le voilà. C'est d'ici, sous ma voûte sonore, entre rouage et cloche, que Maître Horace veille et écoute le pouls du territoire d'Évreux. Du sommet de la tour de l'horloge, le panorama est superbe. La cathédrale se dresse, les collines de Saint-Michel s'étirent, les 250 moutons de Benoît, le berger municipal un brin philosophe, tondent les espaces verts classés Natura 2000. La campagne se déploie, les portes de la Normandie vous tendent les bras. Navré de vous annoncer que cette vue imprenable est notre privilège. Consolation, mon maître vous ouvre la porte du temps perdu. Admirez la tour, ses gargouilles vous observent. Sa flèche gothique flamboyant fend le ciel. Et pourtant, cet édifice n'a rien de religieux, bien au contraire. Remontons au Moyen-Âge. Imaginez une ville à deux vitesses. L'une compte les heures, l'autre les secondes. D'un côté, la royauté et l'évêché, le château des comtes d'Évreux et la cathédrale comme sceptre de pierre. De l'autre, loin des engrenages du pouvoir, le bourg Saint-Pierre, quartier grouillant des bourgeois, peuplé de mains agiles et de voix tonitruantes. Derrière les remparts, ça fourmille et babille, ça bourdonne et besogne, ça marchande dans les halles, ça fume dans les échoppes, ça meule dans les ateliers. Dès le XVe siècle, les bourgeois s'émancipent avec l'aval du pouvoir royal. Ils ne portaient ni mitre ni couronne. Non, ils étaient marchands ou artisans, notaires ou potiers, médecins ou tanneurs, les ressorts de l'économie locale. Et pour gouverner, les échevins ne s'en remettaient ni à Dieu ni au roi, mais aux leurs. Ils nommaient des officiers permanents, au titre aussi suranné que savoureux. Tabelions, trompettes, capitaines de nuit, crières publiques. Et là-haut, l'Est-Choguette, le guetteur des champs. N'oublions pas l'horloger, celui qui donne le rythme, scande les journées de labeur. Car tout était réglé comme une horloge. Travaux à mener, taxes à fixer, prix du pain, usage de l'eau. Il fallut 7 ans pour ériger la tour de l'horloge, sur cet emplacement stratégique, au bord de l'Iton et face au pouvoir royal. Inaugurée en 1497, moi, la Louise, suis de loin son aïeule. J'ai été fondue en 1406 pour une autre tour détruite depuis, et dois mon nom à mon généreux parrain Louis, fils de Charles VI et dauphin de France. La tour de l'horloge n'était donc pas un simple clocher, c'était le beffroi du peuple, le mécanisme d'une influence civile et laïque, organisée, scrupuleuse, un peu bavarde certes, mais profondément engrenée dans la ville. Elle a eu une fonction commerciale, en rythmant les journées de travail, mais aussi sociale et défensive. Avec mes jeunes sœurs, j'ai sonné tantôt le glas, tantôt le tocsin. Je prévenais les habitants d'une victoire, d'une menace, d'une réjouissance, mais aussi malheureusement et trop souvent d'un incendie. En toute humilité, je suis une cloche pas si cloche, d'autant que l'heure que je sonne depuis des siècles a autorité sur celle de la cathédrale, aussi célèbre soit-elle. Du haut de notre tour, la tête dans les nuages, avec Maître Horace, nous sourions souvent du vers de John Dryden, issu de ses imitations d'Horace, je cite. « Le ciel lui-même n'a pas de puissance sur le passé, car nous vous avons proposé de savourer, à défaut du Madeleine, n'en déplaise à Marcel Proust, notre secret, le temps retrouvé. Il me faut déjà vous quitter. À très bientôt. » Te voici, ma fidèle cloche. Il est temps pour toi de sonner le quart d'heure.